Bonjour à toutes et à tous. Le titre de mon intervention aujourd'hui sera Quelle sororité, république américaine et française, dans la culture politique républicaine démocrate aux États-Unis, novembre 1792, mai 1794. On le sait, l'année 1793 a été un tournant dans la manière dont les Américains ont compris et interprété la Révolution française, mais aussi dans la construction du parti républicain-démocrate en gestation depuis 1791. Ce dernier processus a une origine endogène, à savoir l'opposition d'une partie de l'opinion américaine au projet économique et politique des fédéralistes au pouvoir, mais tous les historiens ont également reconnu que la dynamique de la Révolution française et la lutte partisane autour de son interprétation et des relations franco-américaines ont accéléré l'élargissement de la fracture entre les partis fédéralistes et républicains qui étaient en germe depuis 1789. Je m'intéresse aujourd'hui à l'impact de la proclamation de la République en France, de l'exécution de Louis XVI et de la lutte de la France contre la coalition des despotes européens, comme on dit à l'époque, jusqu'à la reprise de Toulon, qui est connue en Amérique en mars 1794. Cette période entre novembre 92 et le début du printemps 94 est marquée également par l'arrivée du ministre de la République française Edmond Genet en avril 93, par la proclamation de neutralité qui est critiquée par les républicains démocrates, proclamation de George Washington du même mois, avril 93 donc, puis par le conflit entre Genet et le gouvernement américain au sujet de l'interprétation des traités franco-américains de 1778, qui étaient toujours en vigueur, par le rappel de Genet en août 1793, et enfin par les premières rumeurs au sujet de négociations avec l'Angleterre, par l'intermédiaire de John Jay en avril 1794. Le déclenchement de la Whiskey Rebellion en mai 1994 modifie considérablement le contexte politique et social et donc relève d'une période différente. Donc je m'arrêterai au printemps 1794. Alors, je ne reprendrai pas ici les détails de la mission de Genet, ou son action, ou l'important débat sur les traités franco-américains et leur contenu, ou sur la proclamation de neutralité de Washington. Je l'ai déjà fait ailleurs, dans ma thèse, il y a fort longtemps, et il existe une assez nombreuse bibliographie à ce sujet. Je me concentrerai aujourd'hui sur la manière dont le Parti républicain-démocrate, alors en construction, défend la Révolution et la République française contre les fédéralistes, et ce, en relation avec leur propre conception de la Révolution et de la République américaine. Quels sont les arguments, quels sont les symboles, quels sont les personnages qui sont mis en avant aux États-Unis dans le cadre du soutien à la France ? Comment les événements de la Révolution française sont-ils reçus et quels liens les républicains américains font-ils entre leur propre combat contre les fédéralistes et celui des révolutionnaires français contre les despotes et les tyrans de l'Europe ? Quelle forme de sororité entre ces républiques en découle ? Pour ce faire, j'ai choisi de privilégier une source spécifique, un échantillon d'une trentaine de listes de toasts prononcés dans les meetings et les fêtes républicaines démocrates et publiés dans les journaux républicains en 1793 et dans la première moitié de 1794. Je m'appuierai en complément sur quelques articles parus dans la presse et sur les résolutions des toutes premières Democratic Republican Societies qui apparaissent au printemps et à l'été 93. N'oublions pas qu'en français on parle des républicains démocrates, mais en anglais on parle des Democratic Republican Societies. Alors ma première partie va revenir sur ce que sont ces toasts et ce qu'ils représentent dans la culture politique républicaine, d'où le titre « Toast et culture politique républicaine ». Dans la jeune République des États-Unis, les habitants disposent de moyens variés pour exprimer leurs idées politiques. La presse, qui connaît un développement spectaculaire après la guerre d'indépendance, est l'un des vecteurs les plus importants, notamment dans le processus de constitution des premiers partis américains, mais il n'est pas le seul. Les town meetings, les meetings de ville ou de village, regroupent en assemblée générale les hommes des villages et des villes. Il existe aussi des meetings publics où se réunissent des groupes plus restreints de citoyens pour la défense de telle ou telle cause ou pour accompagner les processus électoraux. Les fêtes et les processions sont d'autres formes de prise de parole pour tous les citoyens et même pour les femmes et les noirs libres qui sont souvent mais pas toujours exclus de facto des meetings. Dans ces fêtes et dans ces meetings, un des rituels politiques les plus importants est la série de toasts
ou sentiments, bu à la fin des dîners réunissant les citoyens qui y participent. L'historien américain Simon P. Newman a étudié cette pratique, et dans un autre contexte, le contexte anglais et français, l'historien Rémy Duthil a également étudié cela en 2016. Alors cette pratique du toast est une pratique uniquement masculine. La libation collective est un héritage d'une solide tradition anglaise de beuverie. Mais avant, pendant et surtout après la guerre d'indépendance, cette tradition prend une coloration politique partisane de plus en plus marquée. En effet, des listes de toasts sont reproduites dans la presse et parfois sous la forme de résolutions imprimées en brochures. Les toasts jouent donc, en quelque sorte, le rôle de mot d'ordre, partisans ou non, mais presque toujours consensuels entre les participants. Il est très rare que l'on refuse de boire ou de reprendre un toast, mais quand cela arrive, cela indique des divisions très profondes dans les assemblées réunies. En effet, il existe des conventions strictement respectées dans l'élaboration de ces toasts. Tout d'abord, ils sont préparés en amont par des comités ad hoc de notables ou de cadres politiques locaux qui se mettent d'accord sur les thèmes, les institutions, les personnages qui seront cités, ainsi que sur la formulation précise qui sera utilisée lors des dîners. Certains de ces toasts sont des passages obligés, assez neutres, mais d'autres expriment des points de vue, sinon partisans, du moins engagés. Ces toasts particuliers prennent parfois la forme de volunteers, c'est-à-dire de toasts soit proposés en amont, soit pendant le dîner, qui s'ajoutent à la liste initiale. Pour certains toasts particulièrement importants ou ayant fait l'objet d'une forte approbation, on ajoute souvent dans le compte-rendu des mentions comme « three cheers » ou « applaudissements ». Les toasts sont parfois appuyés de salves d'artillerie ou de coups de fusil de la milice, quand les banquets ont lieu en extérieur, évidemment. Ils sont aussi entrecoupés de chants patriotiques, américains et français. On chante notamment le « Ça ira » et le chant des Marseillais. Les comptes rendus dans la presse républicaine insistent toujours sur l'harmonie, l'ordre, la décence ou la bonne humeur manifestée par les participants, et sur la présence éventuelle de représentants d'officiers d'État ou d'officiers fédéraux ou du clergé local, voulant donner ainsi une image rassurante d'unité face aux accusations d'anarchie de la presse fédéraliste. En aval, ces toasts réunis en liste cohérente, liste qui ne reprend pas toujours d'ailleurs l'intégralité des toasts réellement prononcés, mais ces listes sont publiées. Ces publications servent ensuite de canevas à d'autres comités, soit locaux, soit à l'échelle des États, pour constituer une sorte d'opinion publique à vocation nationale, entre guillemets, mais aussi transnationale, car les toasts circulent des deux côtés de l'Atlantique et sont adoptés en France, d'ailleurs, comme l'a montré Rémy Duthil. Les réunions de métiers, les milices locales, les premiers clubs politiques les reprennent, accroissant ainsi leur diffusion. Ces listes de toasts jouent donc à la fois le rôle d'organisateurs locaux, mais aussi de liens partisans nationaux. C'est particulièrement le cas lors de la deuxième présidence de Washington, quand les partis fédéralistes et républicains commencent à se constituer et quand les événements français suscitent quantité de fêtes et de commémorations. Car les toasts reproduits provoquent à leur tour des réponses et des articles de journaux, soit pour en faire l'apologie, soit pour en faire la critique, ou encore pour corriger une liste incomplète ou discutable. Ces toasts sont même repris dans les correspondances diplomatiques, comme pendant l'affaire Genet, pour preuve de l'état de l'opinion envers la République française. On trouve de ces listes de toasts dans la correspondance diplomatique de Genet, c'est tout à fait intéressant. Les listes comprennent le plus souvent, mais pas toujours, autant de toasts qu'il y a d'États dans l'Union. C'est ce qu'on appelle un federal slate, c'est-à-dire 15 en 1793. Les fêtes républicaines débutent d'ailleurs souvent par 15 salves de canon ou de fusils. On peut grossièrement classer ces toasts républicains en plusieurs catégories. Des institutions et ou les personnes qui les incarnent, des dates symboliques, des idées, des personnes qui relient les États-Unis à la France et les républicains des deux côtés de l'Atlantique, y compris les Anglais, les Irlandais et quelquefois les Polonais. Dans beaucoup de cas, les listes commencent par des toasts institutionnels américains au président, au vice-président,
aux gouverneurs de l'État ou aux dirigeants locaux de la milice. Ces toasts nationaux, en quelque sorte républicains-démocrates, manifestent des critiques à peine voilées de l'administration Washington et de l'aristocratisme supposé des fédéralistes. Mais ces toasts nationaux ne sont jamais séparés du contexte de la lutte universelle contre le despotisme, la monarchie et l'aristocratie, que les républicains voient à l'œuvre en France et dans le monde. Il n'y a pas de séparation entre ces toasts américains et les toasts destinés à la fraternité avec la France. Dans le cadre de cette étude, je mettrai de côté ces toasts institutionnels pour me concentrer sur ceux qui élargissent la perspective au-delà de la sphère nationale, soit en faisant référence à la Révolution française ou à la fraternité universelle des Rights of Man. Une troisième catégorie rassemble les personnalités et les concepts politiques emblématiques du républicanisme transatlantique. Il y a également une catégorie qui contient des toasts traditionnels au beau sexe. En américain, c'est The American Fair, et pour les françaises, c'est The Patriotic Gallic Fair. Et j'écarterai également ceux faisant référence au thème de l'économie politique républicaine, l'agriculture, le commerce, etc., que j'ai déjà évoqué dans un article précédent publié dans révolutionfrançaise.net. Par ailleurs, l'historien Pierre Gervais a déjà étudié ces toasts, je n'y reviendrai pas ici. Il s'agit évidemment d'une structure très schématique, et la position des toasts évolue selon les contextes et les lieux, mais elle indique quels sont les thèmes les plus présents dans ces listes. Alors, quelle est la chronologie de ces toasts, et donc la chronologie de ces fêtes en l'honneur de la Révolution française? Cette chronologie des fêtes en faveur de la Révolution française est scandée par des moments spécifiques qui ont d'ailleurs souvent leur propre toast sous le nom de The Day. Ces meetings et ces célébrations suivent les victoires militaires de la République. Alors, la victoire de Valmy, les victoires navales des corsaires armés par la France et la reprise de Toulon sont trois des grands moments. Les autres dates sont le 6 ou le 8 février, qui commémorent l'anniversaire de l'Alliance franco-américaine de 1778. Nous avons également le 14 juillet, le 10 août et dans une moindre mesure le 22 septembre, date de la proclamation donc de la République française. Les fêtes des 4 juillet 1793 et 1794 sont également marquées par la forte présence de toasts dédiés à la France. En revanche, le 21 janvier, date de l'exécution de Louis XVI, est absent de ce calendrier. Les deux pics de ces célébrations sont d'une part la célébration de la retraite du duc de Brunswick suite à la bataille de Valmy, qui a suscité des cérémonies et des dîners dans presque toutes les villes, grandes et moyennes, des États-Unis. D'autre part, c'est le 14 juillet. À l'été 93, plusieurs événements contribuent à tarir ces célébrations. C'est d'abord une grave épidémie de fièvre jaune qui frappe les villes populaires portuaires de l'Est et empêche les rassemblements. C'est ensuite le fait que l'enjeu de la défense de la Révolution française devient de plus en plus clivant, surtout après le rappel de l'ambassadeur Genet. Et donc, la défense de la Révolution française devient strictement partisane. C'est-à-dire que les fédéralistes qui étaient les moins hostiles à la Révolution française étaient encore présents dans les célébrations pour Valmy, par exemple, délaissent, après cette date, délaissent totalement les célébrations en l'honneur de la France. Les fêtes en l'honneur de la France reprennent à l'hiver 1793-94, après la vague de fièvre jaune, et célèbrent l'Alliance franco-américaine en février et la reprise de Toulon en mars. Donc voilà cette chronologie. J'en viens à ma deuxième partie, qui s'intitule « La cause des Français est celle de l'Amérique et de l'humanité ». La place de la Révolution française est centrale dans les célébrations républicaines, et elle ne cesse de s'accroître dans la période, quand bien même les fédéralistes, dans la presse et leurs propres célébrations, rejettent souvent violemment l'idée d'une sororité entre les deux républiques mise en avant par leurs adversaires. Une des idées forces est que la cause de la France est celle de l'humanité, comme l'avait été celle de l'Amérique en 1776, et plus particulièrement celle des Rights of Man, conçus comme des droits universels et non réservés au peuple libre. Les armes de la France travaillent donc pour elles-mêmes, mais aussi pour la cause du républicanisme dans le monde entier, y compris en Amérique, où il est mis en danger par la politique aristocratique et monarchiste des fédéralistes, qui sont de facto du parti anglais, donc du parti des despotes en guerre,
contre les droits de l'homme. Les républicains considèrent tous qu'une défaite de la France sonnerait le tocsin de la cause de la liberté dans le monde entier et provoquerait une régression du républicanisme en Amérique et à terme un rétablissement de la royauté et la naissance d'une nouvelle aristocratie fédérale. Il ne s'agit donc pas simplement de marquer sa solidarité avec le combat des Français, mais aussi de combattre l'aristocratisme sur le sol même des États-Unis. Chaque victoire de la France fait reculer l'esprit aristocratique qui s'est selon eux déployé depuis 1789. Chaque défaite de la France encourage au contraire ceux qui veulent faire rétrograder les principes de 1776. Ainsi, un article du General Advertiser de Philadelphie, du 1er janvier 1793, se moque des fédéralistes qui ont cru à une défaite de Dumouriez, rapportée par les gazettes anglaises, et qui se consolent avec la perspective d'une coalition contre la France. Je cite l'article, « The extirpation of liberty in France and the renovation of monarchy titles and nobility would no doubt have set them on stilts. » Le lendemain, 2 janvier, un autre article du même journal se réjouit de l'échec, et grâce à la France, de ceux qui veulent recréer une aristocratie et une monarchie en Amérique. Je cite à nouveau cet article. The scene of affairs, however, in France, has operated as a perpetual discouragement to such high-minded innovators among us. And the total downfall of royalty and nobility in that country will, like an early frost, utterly blast and annihilate the germ of this poisonous weed in America. Un article publié à Boston le 2 mai 1793 et signé par A Democrat résume cette idée clé. Je cite également cet article. The cause of France must be considered as the cause of universal freedom. Should the tyrants of Europe prevail against them and again establish monarchy in that nation, despotism would reign unchecked throughout the world. America would soon become an object for the despotic powers to unite against, and this country, instead of becoming an asylum for the sons of freedom, would soon be the haunt of myrmidons and the rendezvous of tyrants. Les États-Unis et la France sont donc et doivent toujours rester unis dans la lutte commune contre le despotisme, et tous ceux qui tenteraient de rompre ce lien sont voués à la honte et à l'infamie. Alors les toasts français, entre guillemets, prennent de nombreuses formes, de la simple mention « To the Republic of France » ou « The French Republic » ou « The Convention of France » « To the Patriot of France » ou à des toasts doubles qui sont marqués par le lien avec l'Amérique. The American and French Republics. Et il y a aussi souvent des conseils fraternels, d'où perce peut-être une inquiétude nourrie par les nouvelles venues d'Angleterre. On souhaite d'abord le maintien éternel du gouvernement républicain en France, comme à Philadelphie en janvier 93. France, may a republican form of government last as long as the sun shines or the waters run. Mais on souhaite aussi que la sagesse, la vertu et une saine politique, ajoutent les républicains de Newark, règnent dans ces conseils, que la constitution républicaine à venir, préparée par un sage comité de constitution, l'aide à établir a truly republican and good government on the ruins of despotism. On espère aussi que les efforts des Français leur permettent d'aboutir à l'établissement of a free and equal government. Ces conseils renvoient également à la critique du gouvernement fédéraliste, prétendument fondé sur le mécanisme de checks and balances, comme dans le 6e toast de la fête civique du 1er juin à Philadelphie. Que je cite, « May France give an example to the world that the balances of government depend more upon knowledge and vigilance than upon a multifarious combination of powers. » Pour cela, les Français doivent tourner le dos aux divisions, ils doivent être unis. May they have but one head, one heart and one arm in the support of the righteous cause of liberty, dit un toast publié le 8 juin 1793. Les fêtes comprennent également de nombreux toasts à la nation, aux soldats citoyens, aux officiers et aux armées françaises, terrestres et navales, et à leur courage, qui méritent les applaudissements de tout le genre humain. Car les victoires françaises sont toujours conçues dans une perspective cosmopolitique, celle de la lutte contre les despotes alliés de l'Europe,
et pour que la flamme sacrée de la liberté illumine toute l'Europe. Cette dimension universelle est omniprésente dans les toasts. On la retrouve par exemple à Princeton, qui boit au Millennium of Universal Liberty, Peace and Virtue, ou à Cranberry dans le New Jersey, ou encore à Newark, où les participants célèbrent la liberté et la paix universelle dans le bonheur de la grande famille de l'humanité. Car le but du combat des républicains est la fin de la guerre, quand les rights of man seront universellement reconnus. On unit également les martyrs de la liberté dans le monde, ceux de la Révolution américaine et les soldats français, tombés dans la lutte contre la tyrannie. On accentue ainsi le lien indissoluble entre les deux révolutions. On insiste sur l'alliance franco-américaine de 1778, toujours en vigueur, et sur la gratitude des Américains envers ceux qui les ont aidés dans la guerre contre le despotisme anglais. La gratitude, dans les toasts, est définie comme une vertu première, fondatrice de la fraternité. C'est un terme qui est extrêmement présent dans les débats de l'époque entre républicains, démocrates et fédéralistes. Les républicains démocrates insistant sur la gratitude due à la nation française et les fédéralistes insistant sur la gratitude due à Louis XVI. L'union et la fraternité perpétuelle doivent être maintenues entre les deux seuls peuples libres, disent les républicains. Et les Américains ne doivent jamais oublier leurs libérateurs et la gratitude qu'ils leur doivent. Les enfants de l'Amérique doivent être instruits dans l'idée de leur fraternité avec les Français. Cette union indéfectible et éternelle est symbolisée par l'union des deux drapeaux dans toutes les fêtes, par le bonnet rouge et les arbres de la liberté. Dans la fête civique donnée en l'honneur du consul français à Norfolk et Portsmouth en Virginie le 8 février 1794, elle est symbolisée dans la procession qui précède le dîner par l'ordonnancement des rangs qui sont composés de 4 hommes, 2 Américains et 2 Français qui sont coude à coude. La fraternité entre les peuples opprimés ne se limite pas à la France. Plusieurs toasts mentionnent l'Écosse, l'Irlande et quelques-uns la Pologne, à laquelle on souhaite un bon gouvernement républicain. Beaucoup plus rare, j'ai trouvé dans le même ensemble de toasts une mention des colonies de l'Amérique du Sud, puissent-elles devenir heureuses et libres comme nous le sommes. Et il y a également une mention des Indiens d'Amérique, The brave aborigines of America, our brethren, avec lesquels on souhaite la paix. Très rare, j'ai trouvé une mention de la demande de l'abolition immédiate de l'esclavage dans le 14e toast de l'Assemblée de Brookline, qui dit « A total abolition of slavery, may disappointment, loss and disgrace attend its abettors ». Mais c'est la seule mention que j'ai trouvée. La sororité avec la République française ne saurait donc se résumer à une vague bienveillance envers les anciens alliés du temps de la guerre d'indépendance. La lutte des Français, des Américains et des autres peuples en révolution est pensée comme un large mouvement universel de reconquête des droits de l'homme contre le despotisme, comme la Great Confederacy of Mankind. La perspective cosmopolitique est absolument centrale dans la culture politique républicaine. Je passe maintenant à ma troisième partie. Ma troisième partie s'intitule « L'identité des principes ». La Révolution française provoque une réflexion rétrospective sur les principes et la radicalité de la Révolution américaine, que les fédéralistes entendent au contraire présenter comme le fruit d'un exceptionnalisme propre à l'Amérique. D'une certaine manière, pour les républicains démocrates, la Révolution française agit donc comme un révélateur de ce qu'ils voient comme l'inachèvement de la Révolution américaine, qui n'a pas pu se défaire totalement du système anglais, en conservant dans ses institutions les restes bien vivaces de l'aristocratie et du monarchisme, comme l'indique le 13e toast du dîner républicain du 1er juin de Philadelphie. May the system of the United States be entirely their own, and no corrupt exotic be engrafted upon the tree of liberty. La sororité des deux républiques est donc un enjeu autant américain qu'européen. Cette sororité est d'abord pour les républicains une identité de principe que cherchent au contraire à nier les fédéralistes. La France et les États-Unis sont non seulement alliés depuis 1778, mais les deux républiques reposent, ou devraient reposer, sur les mêmes principes, la liberté, l'égalité, les rights of man, qui reviennent sans cesse dans les toasts. On jure de défendre ces principes, on souhaite leur extension à tous les peuples, et on voue aux gémonies toutes les tentatives pour les réduire ou les détruire.
Si le terme de Sister Republics, République sœur, n'apparaît qu'en 1794, il se répand par la suite pour exprimer cette identité, cette sororité. Cette identité repose également sur la démocratie, sur l'equality, sur la benevolence et la fraternity, principes mis en danger en miroir par la politique des fédéralistes, censée être démocratique, inégalitaire, favorable aux riches et ingrate envers la France. Ainsi, on boit souvent à la défaite de l'inequality et au désir que every free man in America rally round the standard of equality. Les principes politiques de 1776 sont au centre de cette sororité, d'autant que pour les républicains, ils ont été obscurcis ou même disguised par les fédéralistes. Mais grâce à la Révolution française, ils sont enfin réanimés. Ils sont enfin ranimés, comme l'écrit Jefferson à Monroe en mai 1793. 76 et 92 sont ainsi souvent associés en bonne place dans ces listes de toast, avec aussi parfois 1781 pour la victoire franco-américaine de Yorktown. Les toasts souhaitant la victoire de la France sont presque systématiques et ils sont souvent associés à l'idée, ou presque toujours associés, à l'idée d'extirpation universelle de la tyrannie et de l'inégalité. Les républicains démocrates mettent donc en avant le caractère universel de la lutte conjointe en Amérique et en Europe pour la liberté et les rights of man contre le despotisme, la tyrannie, la royauté, la superstition, souvent présentés ensemble comme les ennemis de tous les républicains. Parmi les autres principes démocratiques mis en avant dans cette hausse figure la freedom of investigation, la liberty of acting et la liberté de la presse pour contrer le discours fédéraliste qui insiste en revanche sur le fait que les citoyens doivent faire confiance à leurs gouvernants et à ne pas chercher à les critiquer ou à interférer avec leurs commandements. C'est le sens de la plupart des résolutions des premières sociétés démocratiques républicaines qui apparaissent au printemps 1793. Elles mettent en valeur le droit et le devoir de tous les citoyens d'examiner les actes du gouvernement et de surveiller les représentants, quels qu'ils soient, en bref, d'être les gardiens des droits de la Constitution et de la démocratie. On retrouve une grande partie des éléments de ces principes dans les résolutions de ces premières Democratic Republican Societies, comme je l'ai dit. On les retrouve également dans certains toasts, puisque en août 93, on célèbre The Democratic Society of Pennsylvania and all the institutions in France and the United States founded on the same principles, c'est-à-dire les sociétés populaires. La cause de la France est donc celle de l'Amérique, bien entendu. Elle est celle des rights of man, et on retrouve tous les éléments que j'ai indiqués plus haut dans les résolutions des sociétés républicaines démocratiques. La démocratie mise en avant par les républicains américains n'est donc pas réductible à une forme de représentation parlementaire, mais bien une démocratie dans laquelle les citoyens agissent et surveillent en permanence leurs élus, à l'image de ce que défendent une partie du mouvement populaire et des montagnards en France. Les Democratic Republican Society puisent leur inspiration non seulement aux traditions d'auto-organisation issues de la Révolution américaine, mais aussi, et de manière assumée, à celle des sociétés politiques françaises dans leur fonctionnement, leur but politique et leurs moyens d'action. On soutient donc les Jacobins. Contre l'idée défendue par le fédéraliste John Jay que ceux qui possèdent le pays doivent le gouverner, c'est une citation, les républicains démocrates défendent une conception démocratique du républicanisme, dans laquelle on retrouve bien des éléments de la théorie des rights of man de Thomas Paine, mais aussi de l'expérience radicale française. Le personnage symbolique le plus important de cette toast est, bien entendu, Thomas Paine, héros des Universal Rights of Man et figure centrale revendiquée par les républicains démocrates, du moins en 1793-94. Il est la personnalité la plus présente avec Washington dans les toasts. Paine est l'emblème assumé de la cause de tous les peuples contre les rois. Ces Rights of Man sont l'antidote au poison aristocratique et sont le political prayer book of the whole world. Les républicains de Brookline applaudissent ces political doctrines et veulent les voir proselyte the world. Les républicains de Lansingburg, dans l'État de New York, voient Paine en lanceur de foudre de la démocratie sur tous les tyrans. Paine est autant célébré comme l'auteur de Rights of Man que comme le symbole de leur contenu cosmopolitique.
dans la mesure où il relie l'Amérique, les îles britanniques et la France, et de son contenu démocratique, assumé dans la formule « The Equal Rights of Man », parfois utilisée dans les toasts. La figure de Thomas Paine est donc fondamentale pour affirmer la sororité entre révolution américaine et française, sororité qui s'exprime également dans la référence au Spirit of 76 revendiquée par les républicains démocrates comme le signe de la radicalité de la révolution américaine au miroir de la révolution française. Paine est aussi associé aux Friends of Freedom du monde entier et mis en opposition aux tyrans, mais aussi aux fédéralistes qui refusent les vrais principes radicaux de la révolution américaine. À noter, pour terminer, qu'en 1794, deux personnages collectifs apparaissent dans les toasts. Il s'agit d'une part de la montagne, que l'on célèbre et dont on souhaite qu'elle illumine le monde, et on souhaite qu'elle écrase les modérés, les traites, les fédéralistes et tous les aristocrates, les fédéralistes français cette fois-ci. Et un autre personnage collectif apparaît, c'est les Invincible French sans culottes. J'en arrive à ma conclusion. Dans l'ouvrage collectif dirigé par Yannick Bosque et Emmanuel Faye, consacré à Hannah Arendt et la Révolution, qui est paru en 2019, j'avais analysé la manière dont la philosophe avait créé, avec une partie de l'historiographie de droite américaine, l'idée d'une révolution américaine et d'une république des États-Unis totalement détachée des problématiques de la Révolution française. Et j'avais conclu que Hannah Arendt avait tout simplement oublié que le républicanisme américain ne se réduisait pas à John Adams et aux fédéralistes, contempteurs précoces de la Révolution française. Tout un pan de la culture politique américaine, celle des républicains démocrates des années 1790, avait été totalement ignorée par Hannah Arendt. En réalité, et cette étude avec d'autres le prouve abondamment, le lien de sororité entre les deux révolutions et les deux républiques était bien central pour les contemporains, qu'ils en fassent l'éloge ou la critique d'ailleurs. On peut même dire de manière provocatrice que c'est la Révolution française qui permet aux républicains américains de créer ou de réinterpréter la radicalité de leur propre révolution et qui permet aux fédéralistes de construire l'image de l'exceptionnalisme américain. Le topos d'une Amérique qui se détourne de la Révolution française après l'exécution de Louis XVI et les violences révolutionnaires ne tient pas. Toute une partie de l'opinion américaine, et par moments sans doute une très grande partie, manifeste vivement non seulement son soutien à la Révolution française, y compris pendant la période caractérisée comme la terreur par les thermidoriens, mais bien plus encore, la sororité des deux républiques par l'identité de leurs principes, de leurs buts, de leurs ennemis, et des obstacles mis sur la voie de la réalisation d'une cosmopolitique des rights of man. Les toasts bu et repris lors des fêtes civiques, des célébrations, des commémorations et repris dans la presse en sont une des manifestations symboliques particulièrement remarquables. Je vous remercie.